Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la première partie du chapitre sur la modélisation des transformations de la matière et les transferts d'énergie. Donc c'est une grosse partie, on va dire, et nous allons commencer par tout ce qui est transformation physique. Alors, donc les transformations physiques, c'est aussi ce qu'on appelle les changements d'état. Donc ça, vous l'avez vu normalement au cours du collège. Et dans la vie de tous les jours, on utilise les propriétés des changements d'état et de chacun de ces états en permanence. Donc les trois états de la matière, ce sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, et chacun de ces états peut se changer en l'un ou l'autre. Donc là, je vous mets un petit schéma qui représente chacun des états avec les noms des différentes transformations possibles. Donc, en effet, il est possible de transformer du solide en gaz et du gaz en solide directement. Vous pouvez faire l'expérience, par exemple, avec du camphre, faire la sublimation du camphre et ensuite la condensation solide. C'est-à-dire, vous prenez du camphre, vous le mettez dans une casserole, vous mettez ou dans un plat en pyrex, vous mettez à chauffer et vous allez voir que le camphre s'évapore instantanément sans passer par l'état liquide. Donc chaque changement s'opère grâce à des changements de température et ou de pression. Donc là, ce que je vous présente sur la figure suivante, c'est l'état de l'eau en fonction de la pression et de la température. Alors, comment on lit ce graphique? En abscisse, nous avons l'évolution de la température et en ordonnée, l'évolution de la pression en atmosphère. Donc une atmosphère, c'est la pression que l'on connaît tous au niveau de la mer. Voilà, c'est une pression commune. Donc si on regarde à une atmosphère, eh bien à 0 degré, on a le passage entre glace, état solide et état liquide, et à 100 degrés, on a le passage entre état liquide et état gazeux, la vapeur d'eau. Si on se place à une température de 0,01 degré Celsius et qu'on fait quasiment le vide, c'est-à-dire qu'on se place à 0,006 atmosphères, il y a la possibilité d'observer un phénomène particulier qui est le point triple de l'eau. Donc en fait, vous allez avoir de l'eau qui va bouillir, ou de la glace va se former en même temps, et de l'eau liquide. Donc vous allez avoir les trois états au même endroit en permanence. Donc c'est très particulier, et ça c'est dû au fait justement qu'on peut jouer à la fois sur la pression et sur la température. Donc si on regarde l'effet de la température, donc c'est assez courant, ça vous, pour la plupart, vous êtes tous au courant. Lorsque la température augmente, on a tendance à se rapprocher des états gazeux ou liquides. Donc chose intéressante, c'est que en dessous de 0,01 degré, l'eau est forcément sous états solides ou états gazeux. Donc si on est à faible pression, l'eau sera à l'état solide, voire à l'état gazeux pour les très faibles pressions. Et donc plus la température augmente, plus on tend vers les états liquides et solides, et plus la pression augmente, plus on tend vers les états liquides, voire solides. Donc c'est beaucoup plus difficile de transformer un liquide en solide grâce à la pression que de transformer du gaz en liquide. Donc on va voir un petit peu la modélisation microscopique de ces états. Donc l'état solide ici, donc chaque cercle c'est une molécule, on va dire. L'état solide c'est un état compact et ordonné. Donc toutes les molécules sont bien rangées et collées les unes aux autres. L'état liquide, on est dans un état désordonné, donc les molécules se promènent un petit peu, mais ça reste compact. Et enfin, l'état gazeux, les molécules se baladent complètement, c'est désordonné et dispersé. Donc en fait, quand on regarde ça, on comprend mieux l'effet de la température et de la pression sur l'état. Donc quand on augmente la pression, en fait, on va rapprocher les molécules les unes des autres. Donc si je rapproche suffisamment les molécules de gaz les unes des autres, forcément, on va finir par se retrouver dans un état compact et désordonné, donc dans un état liquide. La température, elle a pour effet d'agiter les molécules autour d'une position d'équilibre.
Donc ça, on peut imaginer par exemple un punching ball. Si vous tapez dessus doucement, il va un tout petit peu bouger autour de sa position d'équilibre. C'est une température assez faible. Plus vous frappez fort, plus le pushing ball va bouger autour de sa position d'équilibre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'imaginer qu'on a plein de punching balls reliés les uns aux autres par des cordes. Donc au début, si vous frappez pas, c'est comme s'il n'y avait pas de chaleur. Donc tout est immobile, tout est à l'état solide. Si maintenant vous commencez à frapper un tout petit peu, et bien là, les punching balls vont commencer à bouger, à se désordonner un petit peu les uns par rapport aux autres. On va passer à l'état liquide. Et en fait, si vous frappez tellement fort que vous cassez les ficelles, et bien là, chaque punching ball va être indépendant les uns des autres. On va passer à l'état gazeux. Donc ce qui est intéressant à voir aussi, c'est l'évolution de la température d'un milieu que l'on chauffe à pression constante. Donc là, on va se placer à pression constante. Donc on est par exemple sur une paillasse au lycée et on fait chauffer de la glace qui sort du congélateur. Donc quand la glace est au congélateur, elle va être à moins 25 degrés. Donc ça va être la température de départ sur ce graphique en bas à gauche. On fait chauffer tranquillement la glace et on arrive à la température de fusion qui est aussi la température de solidification. Pour l'eau, c'est 0 degrés Celsius. Et quand on arrive à cette température, on voit que on a de l'eau liquide qui commence à se former. Donc ça, si on mesure la température du milieu là, on est toujours à 0 degrés en fait. Si on arrive à bien chauffer uniformément tout notre système. Et la température reste à 0 degré en fait pendant un petit moment. Et en fait, on se rend compte que la température ne va pas augmenter tant qu'on a toujours de la glace dans notre système. Dès que toute la glace est fondue, dès qu'on a plus que de l'eau liquide, c'est à ce moment-là seulement que la température va pouvoir recommencer à augmenter. Et donc là, on arrive à 100 degrés Celsius si on est dans le cas de l'eau, et on commence à avoir des bulles qui se forment. Donc quand il y a des bulles qui se forment, ça veut dire que de l'eau liquide se transforme en gaz, et pareil, on va rester à 100 degrés tout le long. Et ça, tant que on a toujours de l'eau liquide. Donc l'eau liquide va rester à 100 degrés. Et une fois que toute l'eau est évaporée, toute l'eau est transformée en gaz, c'est à ce moment-là que la température va remonter dans la vapeur, si on continue à chauffer. Donc à ce niveau-là, c'est assez facile de se rendre compte de ce phénomène de stagnation de la température si vous avez un thermomètre de cuisine chez vous. Faites bouillir de l'eau. Vous allez voir que la température de votre eau va rester autour des 100 degrés. Elle va peut-être être à 102, 103 parce que 100 degrés c'est pour l'eau pure qui est à pression du niveau de la mer, donc c'est des conditions très particulières, donc vous allez peut-être être à 102 ou 103 degrés, voire un petit peu en dessous, mais vous allez voir que la température n'évolue plus, alors que votre plaque de cuisson ou votre gazinière serait capable de faire monter la température à plusieurs centaines de degrés probablement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer facilement chez vous. Alors, pourquoi est-ce que les températures restent constantes au moment des changements d'état? Donc ça, c'est parce qu'en fait, toute la chaleur que vous amenez, donc la chaleur, c'est de l'énergie que vous amenez, toute l'énergie que vous amenez dans le système sert uniquement à casser des petites liaisons qu'il y a entre les molécules qui maintiennent l'état solide et l'état liquide, par exemple. Donc, à ce niveau-là, toute la chaleur que vous amenez, toute l'énergie va servir à passer de l'état solide à l'état liquide, et ici de l'état liquide à l'état gazeux. Donc évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on laisse refroidir à ce niveau-là, eh bien, on va rester à 100 degrés tant qu'on aura de la vapeur et de l'eau liquide, puis la température redescendra, etc., etc. Donc, ce qui est assez intuitif, c'est de nous dire que plus on a de glace à faire fondre, par exemple, plus il faut apporter d'énergie. Et ça, c'est vrai pour tous les changements d'état qu'il faut chauffer.
Donc ça, on va voir justement la notion d'énergie massique de changement d'état. Donc l'énergie massique de changement d'état que l'on note traditionnellement L, c'est l'énergie échangée pour changer d'état une masse de 1 kg de matière. Donc la formule pour cette énergie massique, c'est L est égal à Q sur M. Alors, Q, c'est l'énergie utilisée pour le changement d'état, et M, c'est la masse de matière qui a subi le changement d'état en kilogrammes. Donc Q, c'est une énergie, donc c'est en joules, et L, c'est une énergie massique, donc ce sont des joules par kilogramme. Donc suivant les transformations, l'énergie peut être captée par le système, ou bien elle peut être relâchée. Donc c'est-à-dire que s'il faut chauffer, c'est ce qu'on appelle une transformation endothermique. Donc si la transformation capte de l'énergie, s'il faut chauffer, c'est une transformation endothermique. Si au contraire ça doit relâcher de l'énergie, s'il faut la refroidir, on l'a dit exothermique. Donc ça c'est un petit résumé que je montre. Donc c'est très simple. Si vous avez besoin de chauffer pour faire un changement d'état, c'est endothermique. Si vous avez besoin de refroidir, c'est exothermique. En fait, le froid, c'est de l'absence de chaleur. Donc c'est des systèmes dont on a capté la chaleur, dans lesquels on a enlevé de l'énergie. Tout comme pour les réactions chimiques, on peut écrire des réactions de changement d'état. Donc les différents états, on les note S pour solide, G pour gazeux et L pour liquide. Donc je vous donne 3 exemples. La vaporisation de l'eau, on passe de liquide à gazeux, donc on met petit L et G. Pour le fer, c'est une fusion, donc on passe de solide à liquide. Et la sublimation du camphre que j'ai évoqué un peu plus tôt, on passe de solide à gaz. Une chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est la différence entre dissolution et fusion. La fusion, c'est un changement d'état physique. Il n'y a pas de changement dans la composition chimique du système. Donc, quand je fais fondre de l'eau, je garde seulement du H2O. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Ça n'implique aucun autre produit, ça n'implique que de l'eau et de la chaleur. La dissolution, par contre, c'est pas un changement d'état, parce que même si le produit que l'on étudie garde sa composition, c'est-à-dire que par exemple du sel reste du sel, ça nécessite la présence d'un autre produit qu'on appelle solvant. Quand je veux dissoudre du sel, il faut absolument que je mette dans de l'eau. Si je mets du sel sur la table, il ne va pas se dissoudre, il ne va pas se transformer en liquide. Et dans le cas de dissolution, on ne va pas écrire liquide, on ne va pas écrire un L quand ça passe en phase aqueuse, on va écrire aqueux. Voilà, ça sera tout pour les transformations physiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à bientôt.